Cette semaine, dans le balado, on se lie d'une amitié surprenante, on lutte contre notre dépendance et on tombe follement amoureux. Bienvenue à Mon Ciné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Mais si notre dépendance, c'est l'amour, mais ça peut être ça, là, c'est pas ça, là, mais dépendant affectif. Ça mais pourrait. Ça pourrait combiner deux films ensemble grâce à ça. Mais il y a une comédienne qui était à l'honneur dans un film et elle fait l'objet d'honneur dans un autre film. Là. On va pouvoir en parler. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de noter. Oui, effectivement. Sinon, c'est l'arrivée enfin de Joker Folie à deux. Mais avant de parler de tout ça. Folie à deux. Folie à deux. Petit mot de notre commanditaire. Oui, merci encore à la microbrasserie de l'île d'Orléans qui a été fondée en 2006 et elle est située au cœur du village de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans, à seulement 15 minutes de Québec. Vous y trouverez un pub moderne d'inspiration rustique nous rappelant l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir et on peut d'ailleurs y déguster le généreux menu bistrot. Mais la grande force, c'est une microbrasserie. Eh bien, c'est les bières artisanales locales qui ont des saveurs surprenantes issues d'une eau de source incroyablement pure, des fruits produits localement et de l'humeur du vent. Elle vous offre un peu d'histoire, car chaque anecdote ou chaque aventure racontée sur les canettes est authentifiée. La microbrasserie possède par-dessus tout le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. Découvrez les différents points de vente dans toute la province en visitant le www.microorléans.com et j'ajouterais qu'il n'est pas trop tard pour y aller en cette saison automnale de récolte de pommes et autres. Eh bien, un petit, c'est même pas un détour, un petit arrêt à la microbrasserie lors de votre prochaine visite d'un beau samedi après-midi, puis qu'on se dit, voyons, comment il y a du monde de même sur l'île en fin de semaine, ben c'est ça. Voilà. Puis s'il fait pas beau, vous viendrez au cinéma. Ou vous pouvez la consommer. Oui, voilà. Alors, petit tour d'horizon des actualités. Toi, t'avais-tu recensé? Non, t'es peut-être trop dans le jeu cette semaine. Ben, je vais y aller et tu réagiras. Photo qui est sortie cette semaine démontrant Daniel Day-Lewis en plein tournage. T'es pas en retraite, ce Noro-là? Il était supposé être à retraite depuis 2017, qui était son dernier film de Phantom Thread. Alors là, ça l'a enflammé un peu tout Hollywood. Mais il est encore sur un tournage d'un Paul Thomas Anderson? Non. Mais on comprend peut-être pourquoi il est sorti de retraite. Okay. Parce qu'il tourne dans un film réalisé par son fils, Damien Day-Lewis. OK. Ouais, premier long-métrage. C'est la première fois que j'entends parler de Damien. Fait que, okay. En fait, c'est un artiste peintre, de ce que j'ai pu lire. Assez de renommée. Là. Il ouvre une expo à Tokyo, je pense, fin 2024 et tout ça. Alors, Daniel Day-Lewis a co-scénarisé l'histoire avec son fils qui s'appelle Anémone. Produit par... À ne pas confondre avec Anémon, la cinéaste québécoise. Tout à fait. Okay. Produit par Plan B, donc la boîte de production de Brad Pitt, quand même. Et on parle d'un film qui traite de liens familiaux. Fait que c'est assez cryptique comme description. Donc, ça devrait voir le jour en 2025. Parle de liens familiaux, tourne le père avec le fils et tout. C'est très méta, toute cette histoire. Est-ce que tu sais si Damien joue dans son propre film? Je ne crois pas. Je pense pas qu'il est comédien ou... Mais reste à voir, peut-être qu'il va avoir un petit rôle. Comme je dis, c'était un communiqué qui est sorti après que la photo est circulée. Ça va être c'est distribué par Universal, donc je pense que ça va être quand même quelque chose qui devrait avoir une bonne sortie en salle. Sinon, on a officiellement annoncé la sortie, pour ceux qui s'intéressent encore à la franchise de Scream. Oui. Parce qu'on sait que Scream 7, écoute, c'est la malédiction. De production. Oui, tout à fait. De pré-production, en fait. Vraiment. Donc là, finalement, on sait que c'était Neve Campbell qui revenait officiellement dans son rôle de Sidney Prescott. Elle a dû avoir le montant qu'elle désirait enfin, parce qu'on sait qu'il y avait un conflit monétaire pour l'autre. On a-tu parlé ici? Il y avait même des rumeurs de peut-être ramener David Arquette et tout. Là. C'est ce que Courtney Cox souhaitait, mais il n'y a rien de confirmé. Ouais, c'est sûr qu'ils ne vont pas annoncer s'ils font revenir des morts. Le film va être réalisé par Kevin Williamson, quand même, qui est le scénariste, créateur, en fait, de la franchise Scream. Première réalisation? Pas première réalisation, mais dans la franchise de Scream, oui. Okay. Il avait scénarisé le 1, le 2 et le 4. Curieusement, il ne scénarise pas le 7. Fait qu'il va juste se contenter de réaliser ça. Ça me fait mais toujours lui, rire c'est quoi qu'il a réalisé d'autre? Écoute, je pense que les I Know What You Did Last Summer? Non, je pense qu'il avait scénarisé, je pense, le premier. Je pense qu'il avait tourné
je pense Killing Mrs. Tingle, quelque chose comme ça, qui était sorti. Ouais. Ouais, c'est avec... C'était-tu avec James Vanderbilt? Non, c'était sa muse de Dawson Creek. OK, Joey Potter, mais c'est... L'ex de Tom Cruise, j'ai mis la Kunis en tête, je sais que c'est pas elle. Ouais. C'est... oui. Non, elle qui était dans le premier Batman, que Tom voulait pas qu'elle revienne. Là. Oui. Bref, c'est une comédie noire, puis je pense pas qu'il ait réalisé d'autres films, parce que ça n'avait pas été un succès au box-office. Tu me trouveras ça. Pendant que je parle de... restons dans les films d'horreur. Terrifier 3. Katie Holmes. Katie Holmes, c'est ça. Terrifier 3 qui va prendre bientôt d'assaut les écrans le 11 octobre, la semaine 11 prochaine. octobre. Ouais, c'est ça, je sais pas si ça le prend d'assaut, parce que ça a l'air quand même limité comme sortie, mais en tout plus cas... que le 2, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça, mais plus d'écran, là où il joue, il fera des éclaboussures. Et oui, puis c'est déjà commencé, parce qu'il y a eu la première à Londres cette semaine. 14 personnes sont évanouies. Écoute, il y en a qui sont sortis du cinéma et qui ont vomi pendant la projection. C'est clair qu'ils sont contents de ça pour la promo. Là. Ça fait un buzz, c'est sûr. Là. Ça rappelle L'Exorciste en 73. Le film Intolérable, viendrez-vous le voir? Effectivement. Est-ce que tu vas te sacrifier pour le balado? Si on moi, c'est certain. J'ai vu le premier. J'ai pas encore écouté le 2, mais là, j'ai vu qu'il est disponible sur des plateformes. Fait que je vais écouter. Moi, je confirme que le premier était quand même assez intense. Là, ça m'intéresse tellement pas, ça, là, qui est juste macabre et tout. C'est pas une question d'avoir peur, c'est juste ça en fait, ça me tente pas. Ouais, mais comme les hostels. Là, mais on n'est pas dans cette vibe-là. Okay. C'est quand même série B, un peu drôle quand même. Là. Ça se prend pas trop sérieux. Puis ça s'assume ce que c'est. Fait qu'à ce niveau-là, on est plus dans le slasher, mais juste vraiment gore, que dans le torture porn de Hostel puis de ça et compagnie. Là. Fait que, en quelque part, ça s'écoute bien parce que c'est tellement grand guignol tout ça. Là. Fait que c'est... Mais ils sont quand même très créatifs dans la façon de démembrer des gens là, qu'on n'a jamais vus. Et le 3 promet encore d'en mettre plus le vu. Bon, et dernière petite nouvelle, mention quand même d'un décès d'un acteur français marquant. Nous autres, je ne sais pas si tu as déjà vu de ses films. Moi, c'est très loin. C'est Michel Blanc. Ouais, on m'a dit ça aujourd'hui. Mais non, je suis pas très... connaisseur de son œuvre, sa filmographie, les dernières comédies, là, quand il jouait la personne âgée, un peu plus maintenant. Ouais. Moi, j'ai vu Les Bronzés, c'est surtout Les Bronzés qui l'a mis sur la carte, comme on dit, alors qu'il faisait partie de ce groupe-là, de la troupe du Splendide avec Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, là, qui était toute petite gang qui était avec les deux films des Bronzés à la fin des années 70. Fait que je les ai vus quand j'étais jeune, mais j'ai aucun souvenir. Après ça, 2 films plus marquants à la fin des années 80, c'était Tenue de soirée, qui est une comédie avec Gérard Depardieu où il joue un couple gay. Puis ensuite, Monsieur Hir, je pense qu'il est son grand film, un peu un thriller hitchcockien là, d'un monsieur qui s'éprend d'une jeune colocataire qui était jouée par Sandrine Bonner, si ma mémoire est bonne. Fait que, un bon petit thriller, ça, honnêtement. Il est décédé à quel âge? 72 ans, quand même. J'ai pas vu la cause. Ouais, c'est ça. On voit que Thierry Lhermitte tourne encore pas mal là, dans ces âges-là. Puis au moins un film baronné. Lucchini aussi doit avoir à peu près le même âge. Ouais. Donc, mais en tout cas, si jamais vous voulez découvrir Les Bronzés, je pense que je vais les réécouter honnêtement. Ça me donne le goût de les revoir. Je pense alterner les Terrifiers et les Bronzés. Ça va venir s'équivaloir. Donc, fait que voilà pour les actus de mon côté. Ça va être une petite semaine. Bande-annonce Baby Girl, qui, je trouve ça en plus très drôle parce que le film va sortir le 25 décembre, alors tout l'habillage, la publicité est basé autour de Noël et la sortie de Noël. Vraiment, alors, la musique vraiment fait pas l'ambiance. un film de Noël. Ouais. À part si vous souhaitez déballer des choses cochonnes à Noël, avec Nicole Kidman et Harris Dickinson principalement, Antonio Banderas qui joue le mari du personnage de Kidman. Comme sommairement, on va en reparler. Puis tu avais eu des échos, il avait été présenté à TIFF, mais toi, tu l'avais pas vu. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je sais que ça avait fait jaser beaucoup, et surtout à Venise, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice. Exact. Et
qu'est-ce que je dis? Elle joue une femme de pouvoir, là, comme dans les hautes sphères d'une entreprise, qui va se retrouver à superviser un petit peu les interns, donc les stagiaires, et va avoir une petite étincelle avec l'un des stagiaires, joué par Dickinson, puis va rentrer rapidement un jeu de domination, mais c'est lui qui est, oui, t'es une femme de pouvoir, mais je pense que t'aimes ça te faire dire quoi faire. Ouais. Fait que là, c'est le jeu de cette... puis elle est en couple, alors cet adultère-là, dans une relation torride, interdite, qui rend ça encore plus excitant. On voit qu'elle est beaucoup dominée, puis peut-être méprisée un peu là-dedans, genre. Et fait que ça a l'air très intéressant. En fait, ça a l'air de... un excellent 50 Shades of Grey, dans le fond. Être peut-être moins dans le BDSM là, comme tel, puis la chambre des objets sexuels, là, mais vraiment cette relation malsaine, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, là, qui est un petit peu au cœur de l'intrigue. Ouais, très curieux de voir ça, honnêtement. Ça a l'air assez intéressant. Puis c'est un peu du counter-programming, parce que sortir ça à Noël en même temps que Mufasa puis Sonic, c'est le même principe que Nosferatu, qui ont sorti leur bande-annonce longue, qui lui aussi sort le 25 décembre, puis on est comme, on n'est pas dans un film de Noël. On est dans vraiment une programmation de cinéma pour ceux qui aiment le film de tout genre et qui vont être disponibles pendant les fêtes pour y aller. Tu sais, Baby Girl, je peux le comprendre. Un film pour adultes, ça va, mais un film d'horreur dans cette période-là, je ne sais pas. En même temps, on parle de Dracula, de quelque chose d'hyper classique. C'est du elevated horror. Effectivement. Écoute, visuellement, ça a l'air vraiment magnifique, là, comme tous les films d'Eggers. Là, je veux dire, lui, c'est The Witch. Puis après, The Witch, il avait fait... C'est lui qui a fait Northman? Oui, Northman, effectivement. Bon. C'était son dernier, ça. Ouais. Donc, visuellement, ça va être super beau. J'ai quand même un casting intéressant. Avec, The Lighthouse aussi. Hein, The Lighthouse, oui, c'est ça. Parfait. Avec Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe. Fait que j'ai bien hâte de voir. Fait qu'évidemment, Nosferatu, qui était une espèce de adaptation non officielle du roman de Dracula. Fait que c'est pour ça que... c'est ça, ils n'avaient pas les droits à l'époque, dans les années 20. Alors, on avait trafiqué des petits trucs, finalement. On en parlera plus quand le film va sortir, mais bien curieux de voir. J'ai noté aussi jury numéro 2, Juror number 2. On en avait parlé justement que ça sortait. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a entendu parler que Clint Eastwood nous amenait un nouveau film avec la Warner Brothers comme d'habitude. Et là, pif paf, la bande-annonce est sortie cette semaine. Le film sort le 1er novembre avec Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons. On suit Hoult qui est convoqué à être jury pour une affaire de violence conjugale qui serait arrivée à la sortie d'un bar. Mais rapidement, ce qu'on comprend par la bande-annonce un peu cryptique, c'est que peut-être que c'est lui qui serait peut-être en cause. Fait que, en même temps, il est dans le jury, mais il est comme moi, ce soir-là, il a peut-être fait un accident de la route, puis ça se pourrait-tu que c'était pas un animal, donc est-ce que je dis la vérité, mais je m'en vais en prison? Fait qu'un dilemme moral à ce moment-là. Oui. Fait que, j'aimerais savoir, comme on disait, Clint Eastwood était un peu en dents de scie dernièrement, mais c'est jamais de la daube. Il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ses films. Oui. Fait qu'il y a parfois, c'est juste le sujet lui-même qui peut être un peu moins intéressant, mais là, je trouve qu'il revient à une espèce de thriller, justement, moral, qui a de l'air intéressant. Puis un peu à la Gran Torino, peut-être. Là, c'était pas... ça se passait pas dans une scène de procès, là, mais je me souviens que c'était un de ses derniers forts. Ou Mystic River, aussi, peut-être. Là, ouais, un peu plus mafia, j'ai hâte de voir. La prémisse était justement assez cryptique, ça n'en décrivait pas trop, mais en voyant la bande-annonce... Oui, il a l'air d'avoir aussi une production intéressante. Là, je pense, je me souviens plus c'était quoi son dernier, c'était plus limité, mais lui, ça a l'air vraiment cool. Puis tu sais, c'est des bons comédiens, là, même comme... Même si Eastwood est rendu, il a passé 90. 93, hein? C'est ça. C'est hallucinant. Mais je pense que c'est plus... Tu sais, c'est pas... Écoute, ça, je ne vais pas dénigrer, mais justement, c'est pas des espèces de budget de politesse de genre, bon, ben, regarde, jusqu'à la fin, on va te donner 4 millions, fais-nous un film. Je pense qu'il y a des bonnes idées puis qu'on croit à ça. J'ai pas regardé si c'est lui le scénario aussi. Non, il ne scénarise jamais, Eastwood, c'est ça. Mais, puis écoute, ça risque d'être son champ de signe parce que dans ses agents, c'est le même. Puis je pense que c'est comme semi-dit officiellement que c'est son dernier, là, mais j'ai hâte de voir. Donc, quand même, cette année... Prévois-tu réécouter tous ses films en amont? Je vais écouter ses 50 films. Mais quand même, il faut en profiter parce que c'est des gros morceaux de la culture populaire, nécessairement, qui vont nous quitter dans les prochaines années. Oui, voilà. Donc, y avait-tu d'autres bandes annonces? Non, ça plus fait mineur, le tour. Tout le reste. Nouveauté, tu veux commencer avec quoi? Allons-y dans le québécois. Dans le Québ. Allons-y avec La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé. Oui, qui met en vedette Gilda Roy.
Et pour une première fois à l'écran, Juliette Baroucha et les parents de son personnage, joués par Vincent Guillaume-Otis et Marilyn Castonguay. Ça se déroule à Québec. Ça se passe dans le quartier Limoilou dans les années 80, où on va suivre une petite fille qui s'appelle Hélène, mais qui veut se faire appeler Jo, telle son héroïne, qui est la petite mousquetaire, donc un dessin animé fictif qui suit une jeune fille plus brave et plus téméraire que les autres. Fait qu'elle, elle a quoi, 10-12 ans peut-être, le personnage? Qui vit avec ses deux sœurs, une plus jeune, une plus vieille. On comprend qu'ils sont dans un milieu plus pauvre, très... je sais pas comment dire, la classe ouvrière, voilà, dans les quartiers pauvres de la ville de Québec. Puis elle va tranquillement se lier d'amitié avec son nouveau voisin, un vieil homme bourru et au langage un peu ordurier, disons, qui ne plairait pas à sa mère, joué par Gilda Roy, justement. Fait que c'est un récit d'apprentissage au travers de tout ça, mais qui va jouer dans des thèmes un peu plus sombres ou plus adultes que ce qu'on voit souvent dans les films pour ados. Là. C'est pas une affaire de premier baiser, mon premier amoureux, mais plus comme les adultes et leurs problèmes. Veux-tu parler un peu du film? Oui, il faut dire que c'est l'adaptation d'un roman à succès de Marie-Renée Lavoie, une autrice de Québec. Donc, c'est inspiré de son enfance pour écrire ce livre-là qui a gagné beaucoup de prix. C'était son premier roman. C'était paru récemment? Non, 2012, je me mémoire. OK, oui, 10 ans. Une dizaine d'années, c'est ça. Okay. Puis, donc, produit par Parallax, une boîte de prod de Québec. Fait eux qui avaient donné Farador. Farador, c'est ça, effectivement. Donc, c'est toujours le fun d'avoir des tournages dans notre ville ici. Ouais, c'était l'été dernier. Ben, pas il y a 3 mois, mais il y a 15 mois, là, l'été 2023. 23, c'est ça. Donc, écoute, moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne connaissais pas l'histoire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Bien que c'est dramatique, c'est quand même lumineux, comme Patrice Sauvé l'a dit souvent en entrevue. Fait que c'est vraiment j'adore Patrice Sauvé, tout d'abord. C'est un jeune réalisateur à l'époque qui avait donné La vie, une série culte au tournant des années 2000. Créateur aussi de Grand Ours, une série que j'affectionne beaucoup dans le genre. Au cinéma, il n'a jamais donné dans difficile. Oui, puis il n'a jamais fait des films trop commerciaux. Il avait fait l'adaptation de Cheech, entre autres, l'adaptation de la pièce de François Letourneau. Qui avait été un miss. Oui, effectivement. Mais pas juste la réal. Je pense qu'à l'écriture aussi, c'était les premiers faits d'armes de François Letourneau. Puis... il n'a pas réécrit pour le cinéma par après François. Non, effectivement. Je pense qu'il s'est plus calibré pour la télévision, justement, et tout. Puis le dernier film de Patrice Sauvé, c'est Ça sent la coupe avec Louis-José Hood. Fait que... Qui était pas mauvais en tant que tel, mais lui, je me souviens qu'au niveau de la mise en marché... On nous vendait autre chose. Ouais, on hésitait. C'était un drame avec Louis-José Hood autour du hockey. Fait qu'on voulait vendre ça comme une comédie de hockey, mais c'est pas le cas. Fait que ceux qui voulaient voir une comédie de hockey, on trouvait que c'était de la boîte parce que c'était vraiment pas ça. Fait que c'était un peu un cadeau pour me piéger. Là, c'est comme, je sais pas trop où le placer. Puis, fait que ça demeure, je pense, son film le plus accessible, en fait, que Patrice Sauvé a fait. Et, La petite et le vieux, ça, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, je veux dire, une de ses forces, Patrice Sauvé, c'est vraiment l'esthétisme, la direction photo, le décor, et tout ça, c'est vraiment des beaux films. Fait que c'est vraiment bien réalisé. Je trouve que la DA, la direction artistique d'époque, est vraiment bien réussie. Là. On nous replonge vraiment dans ce décor-là des débuts des années 80. Oui. Sans être justement pas le 80 Stranger Things où tout est gros puis glam metal, mais le 80 un peu plus pauvre, des vélos bananes, puis aller au dépanneur, acheter ton journal. C'est ça. Surtout des quartiers de centre-ville, là, exactement. Fait que moi, j'ai bien apprécié, honnêtement. Est-ce que... je sais pas à quel point c'est si familial. Je pense que c'est un genre de 10 ans et plus. Ouais, c'est ça. Pour apprécier ça. Parce que, tu sais, ce qu'on va comprendre, c'est que son père, il est vraiment pas très heureux. C'est un enseignant au secondaire. Puis il trouve ça tough. Il se fait sûrement envoyer promener par les étudiants, de la correction tout le temps. Puis tout le monde est stupide, fait que ça donne rien, puis etc. Fait qu'il y a il y a la soif pas mal. Hein? L'alcool va être au menu cette semaine. Ouais. Fait que oui, il y a pas mal un penchant pour la bouteille quand il écoute son baseball. Puis sa mère qui essaie de tenir le foyer. Je disais 3 enfants, mais ils sont même 4. Il y a un bébé aussi.
Fait que tout le monde doit courir un peu partout. Fait que c'est pour ça que le voisin vient aider, mais tu comprends que lui, il a une relation un peu tendue avec ses propres enfants qui ne le voient plus, etc. Fait que, tu sais, tranquillement, cet enfant-là, donc Hélène ou Joe, est confrontée à ça, le rapport aux adultes, à c'est quoi la normalité. Elle qui... C'est pas un film queer, mais c'est juste que quand elle est jeune, elle veut pas être une petite fille, elle veut être badass comme l'héroïne de son émission. C'est un peu de tomboy sur des Ouais, c'est ça, exactement, tout simplement. Là. Ouais, il l'appelle, justement, le voisin, la petite garçon manqué, là. C'est vraiment l'expression d'un autre temps, mais oui, c'est ça. Il faut dire que Leroy est vraiment excellent dans son rôle. Oui, ça, ils l'ont vraiment bien choisi. Exact. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça, effectivement. J'en doute pas que c'est le plus accessible de sauver, mais c'est définitivement son meilleur film aussi. Je recommande chaudement ce film-là, pas juste parce qu'il a été tourné à Québec, puis justement, le balado est diffusé partout, puis je pense que c'est un des très bons films de cette année. Ah, tout à fait. C'est bien écrit. Les dialogues sont vraiment savoureux. Des bons échanges entre le personnage d'Hélène et de Roger. Et la jeune Juliette Baruchel, elle est vraiment incroyable aussi. Là. Elle crève l'écran là, pour un premier rôle comme ça. Elle est sortie, venue en audition parce qu'elle avait ce rêve-là de faire du cinéma. Elle avait des cours de théâtre amateur à l'école, mais c'était tout. Là. Vraiment là, incroyable. Parce qu'on en a vu quelques-uns dans les dernières années, puis il y en a d'autres, Mademoiselle Bottine, qui s'en vient, des films qui reposent sur des talents d'enfants puis des nouveaux enfants. Et donc, c'est la première fois et tout. Là, les castings doivent être comme super longs et périlleux, puis t'espères que ça va marcher jusqu'au dernier moment. Puis c'est impeccable là, sur elle qui porte très bien. Ben, elle porte pas le film sur ses épaules au sens où il y a d'autres personnages et tout, là, mais elle le fait très bien, ce qu'elle fait. Vraiment. Ça me rappelait la job de Camelot. J'ai fait ça, moi, quand j'étais jeune, pour le journal Le Soleil. Dans quel quartier? De Cap-Rouge. Le quartier de Ricardo Troggi. Non, mais en fait, il n'a pas été là très longtemps. Mais j'avais fait ça. Et j'étais très chanceux parce que mon père me baquait souvent. Mon père était très matinal. Là. Mon père était celui qui arrivait au bureau à 6h40, mettons. C'est une job d'un bureau là, où la plupart arrivaient à 8h, mettons. Fait que les fois que j'étais malade, c'était mon père qui me couvrait pour faire la run à ma place, etc. Au début, je faisais avec ma soeur. Fait qu'on se séparait les jours, en fait, pour pas le faire 7 jours sur 7. Là. Quand t'es au secondaire... c'est rough, là, t'as levé plus tôt de même, tu sais. Mais, est-ce que vous partagez les tips avec ton père? Ou... Non, il est fin de même, il me laissait tout. Je me souviens que même longtemps, quand je le faisais, tu sais, la maison où était... si je partais à droite, mais vers le nord, j'avais, mettons, je sais pas, 30 maisons. Mais au sud, il y en avait comme 5. Fait que c'était vraiment long pour couvrir juste les 5 autres maisons. Fait que lui, il faisait tous les matins. Il disait « je m'occupe de ces 5-là tout le temps. Fais juste l'autre bord. » Puis etc. Fait que merci, papa. Alors, La Petite et le Vieux, vraiment très bon film québécois à voir. Vous allez passer un bon moment, c'est assuré. Ouais, puis ça feel automne. Je me souviens plus, c'est particulier. C'est peut-être un peu la fin de l'été. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que la vibe est bonne pour aller dedans. C'est pas l'automne drabe, là. C'est... Non, la palette orange à l'écran, là. Mais c'est coloré. Mon bémol du film, c'est plus, je trouve ça drôle parce que l'histoire se situe à Limoilou. C'est ce qu'il y a dans le roman aussi. Ça a été tourné en partie à Limoilou, mais en bonne partie pour les gens de Québec dans Saint-Jean-Baptiste. Puis Saint-Jean-Baptiste, ça se passe beaucoup entre la Haute-Ville puis la fameuse Basse-Ville, donc Saint-Sauveur, Saint-Roch et tout. Puis c'est comme au cœur du récit. À un moment donné, j'ai pas lu le livre, mais dans le film, de genre, faut pas que tu ailles en bas, faut pas que tu ailles en Basse-Ville, blablabla. Mais je suis comme, mais Limoilou, il n'y a pas de Basse-Ville. Limoilou, c'est en Basse-Ville, au-delà de Saint-Roch. Là. Peut-être que pour bien du monde, ils connaissent pas Québec, mais fait que je comprends pas pourquoi ils tenaient absolument à dire c'est Limoilou. Alors que c'est pas ça. Saint-Jean-Baptiste aussi, t'es un quartier ouvrier. Puis fait que je comprends pas. Fait que c'est juste gossant. Faudrait lui demander si on a la chance. Des fois, on écoute des films qui se passent à Paris, puis ils modifient tous les lieux pour que ça fit. Puis moi, je reconnais pas assez, fait que j'embarque, tu sais. Mais les gens qui connaissent ça, c'est pas de même ces rues-là, puis cet endroit-là, ou même Montréal, là, quand il y a des tournages de films américains, là, de John Wick, puis d'affaires comme ça, les gens disent non, ça marche pas. Mais je connais pas la géographie de Montréal, moi, j'achète. Fait que c'est juste parce qu'on connaît trop le quartier que ça nous gosse un peu, tu sais. Mais voilà. Il doit y avoir une explication logique pourquoi ils ont fait ce changement-là, j'en doute pas. Puis, non, j'ai oublié. Je pense que c'est tout.
Bon, ben restons dans le récit d'apprentissage. C'est un film qu'on n'avait pas eu le temps de voir la semaine dernière, mais qui avait quand même un bon buzz au niveau critique. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler quand même un petit peu cette semaine. Oui, même si le titre est très choquant. Oui, My Old Ass de Megan Park. Oui, ben en fait, je pourrais pas y aller si longtemps. C'est toi qui l'as vu au complet. J'ai pas eu le temps, j'ai juste vu une partie du film. On avait parlé du synopsis rapidement, mais c'est une jeune adulte qui fête ses 18 ans, qui fait un trip de moche, son premier avec ses amis dans le bois. Puis elle, le résultat de ça, c'est qu'elle va entrer en contact avec son elle de 39 ans, qui va la mettre en garde, qui veut pas y révéler trop de choses pour que la vie se passe, mais qui va la mettre en garde d'une chose, genre, tiens-toi loin d'un gars qui s'appelle Chad, puis tiens-toi un petit peu plus avec ta famille, sinon on sent que c'est comme, tu pourrais regretter ça dans le passé, c'est peut-être ça. Puis par une espèce de mysticité, ils vont être aussi capables d'entrer en contact par leur cellulaire. C'est comme s'ils sont capables d'appeler dans le futur ou dans le passé pour se donner une couple de nouvelles là-dessus. Fait qu'elle, elle se trouve à vivre en campagne. Ils sont où? Hein? Ils sont en Ontario? Oui, c'est ça. En campagne, c'est ça. Là, ils sont beaucoup autour d'une ferme de Campbell. Ah, c'est ça, donc près d'une étendue d'eau, exactement. Puis, fait que là, on comprend qu'elle a plus d'intérêt pour ça. Elle veut quitter cette bled-là. Elle veut aller dans Granville, Toronto. Oui. Quand même une grande ville. Et... sauf qu'elle va être choquée par plusieurs choses, comme sa relation avec ses frères, que finalement, elle connaît pas tant, réaliser que peut-être les parents vont pas garder la ferme, mais comme elle la veut pas, mais dans le fond, elle voudrait que les choses ne changent pas, mais les choses doivent changer, doivent évoluer. Et surtout, rencontrer ce fameux Chad, et saura-t-elle résister à ses charmes naturels et son visage symétrique? À l'appel de l'amour. Écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié honnêtement le film. Je voyais les critiques passer, fait que déjà là, ça me titillait un peu, ce genre de film que j'aime. Lorsque j'ai vu qu'il était produit par Lucky Chap, qui est la boîte de prod de Margot Robbie, déjà là, ça a augmenté mon intérêt. C'est très bizarre parce que c'est plein de productions américaines et je sais que Robbie est australienne, mais sa compagnie est américaine, par exemple. C'est ça. Basé à Los Angeles. Oui, exact. Fait que c'est plein de producteurs américains, mais au final, c'est un film canadien, non? C'est un film américain. C'est juste que ça se déroule au Canada parce que Megan Park est canadienne. OK. Fait que tout simplement ça. Mais c'est même pas elle qui a écrit ce scénario. C'est avec le co-scénarisé peut-être. Mais fait que je pense qu'elle a juste décidé de... Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont vraiment pas le gros accent canadien. Non, c'est ça. La comédienne qui est vraiment d'ailleurs très très bonne, c'est Maisie Stella, qui est d'origine canadienne, mais ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille aux États-Unis. Elle était de la série Nashville, que je jouais quand même pendant 6-7 ans. Puis elle avait comme 10 ans là, quand elle a été castée, choisie pour jouer ce rôle-là. Puis ce qui est drôle, c'est que sa plus grande sœur jouait sa plus grande sœur dans la série télé. Fait que c'est rare qu'on voit ça quand même, vraiment. Mais est-ce que sa grande sœur était la personnage principale? Non, même pas. C'était parce que Nashville, c'était vraiment une... OK, c'était Panettiere. Oui, Panettiere, c'est ça, qui jouait une musicienne à Nashville, puis eux autres gravitaient alentour d'elle. Puis eux sont vraiment chanteurs dans la vie, donc ils ont formé un duo, Maisie puis Lennon, qui ont joué, qui ont fait des trucs. Sa sœur, elle a poursuivi vraiment dans la musique. Là, Maisie semble revenir au jeu. Elle est vraiment juste incroyable, de naturel, d'un charisme fou. J'ai vraiment adoré sa prestation. Ce qui est cool, c'est que, comme elle a 18 ans là, en 2024, il y a des clichés à sa jeunesse, puis tu vois que c'est une génération différente, c'est-à-dire c'est Justin Bieber là, qui était la vedette, puis moi je suis de l'âge que c'était les Backstreet Boys puis les Spice Girls, puis fait qu'il y en a d'autres fait que c'est drôle de revivre ça sous un angle différent, on a connu en tant qu'un peu plus adulte, puis même Bieber, moi il a été longtemps dans un angle mort parce que j'avais, ça veut dire, je sais pas, 20 ans, 22 ans, fait que j'écoutais pas ça pantoute, puis Bieber est devenu plus hip et plus musique de bar, mettons, et autres, mais quand ou de dance club, là. Mais quand il a commencé, c'était un petit garçon qui chantait pour le pendant de Hannah Montana. Oui, c'est un petit chanteur de pommes pour préado. Oui, c'est ça, avec son micro-casque, puis tout, qui fait des petites chorés cheapettes, là. Fait que, bref, il a amené une espèce de trip de drogue où, justement, elle revoit, elle vit son moment Bieber. Bieber, même. Non, moi, je trouvais c'est vraiment un scénario très original, parce que c'est quand même une thématique qu'on a vue souvent, mais je trouve l'enveloppe, la façon que c'est amené, c'est bien fait. Aubrey Plaza, qui joue la version plus âgée de Maisie Stella, est toujours très, très bonne aussi, avec son humour un peu pince sans rire.
Avec toi, je sais pas ce que tu en as pensé. Ben là, il faudrait bien que je vois la chute de tout ça. Tu m'as dit qu'il y a une bonne fin quand même, une okay. bonne twist un peu touchante à la fin. Okay. J'avoue que j'ai eu quelques larmes aux yeux. Ben tant mieux. Puis je vais essayer de prendre mon temps personnel pour aller voir la fin du film. J'ai une question pour toi. J'avais entendu les échos parce que son personnage est ouvertement queer, donc homosexuel au début du film. Fait que c'est bizarre que son elle-même dise « Ouais, fais attention à des gars, à Chad, blablabla. » Puis qu'elle a l'air de tomber pour lui. Y a-tu quelque chose de... Pourtant, Robbie a l'air plus à gauche et ouverte dans ses affaires. Fait que je veux dire, s'ils produisent le film, c'est pas... Y a-tu un message plus de alt-right, de genre hey, c'est bien mieux si t'es hétérosexuel? Non, moi je pense que c'est juste... Je pense que c'est pas clairement défini non plus. OK. Puis, non, je pense qu'ils reviennent là-dessus, finalement, qu'il est peut-être juste bi ou pansexuel. Elle-même a dit, je sais pas, je suis mélangé. Puis écoute, je pense que ça se peut, là, okay. tout n'est pas... C'est ça, je savais pas si ça allait être un message de genre... Non, vraiment pas. Là. Dans la norme, les enfants. Okay. Non, puis c'est ce que j'aime, parce que c'est nuancé aussi comme propos. Fait que bravo. Moi, c'est une belle découverte, honnêtement. Bon, parfait. Juste essayer de ne pas faire trop de jeux de mots guichetiers quand vous nommez le film parce que vous n'êtes pas le premier à le faire, ils sont écœurés des entendre. Alors, il y a un peu d'empathie pour eux. Restons dans la découverte. On gardera le gros morceau pour la fin avec The Outrun de Nora Fingsteit. Fingsteit, oui, c'est ça. On est bon. Au Québec, peut-être, s'appelle L'Écart, puisqu'il est disponible en version originale anglaise avec sous-titres français et qui met en vedette et vraiment sur ses épaules la Saoirse Ronan, ce que certains peuvent appeler Saorise, parce que c'est en gaélique son nom, c'est une Irlandaise. Fait que d'ailleurs, il y a souvent des clips, une grosse parenthèse, quand elle va dans des talk shows, là, je sais plus comment ils s'appellent là, sur les hosts de talk shows. Kimmel puis Fallon. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, des fois, ils la niaisent en disant « Peux-tu me prononcer ces noms gaéliques? » Puis ça sonne jamais de même, là. C'est capoté un peu les prononciations. Puis moi, je vais faire un petit aparté parce qu'on avait mentionné en entrée de jeu que Saoirse Ronan était vedette dans le film The Outrun, mais on fait un petit clin d'œil à elle dans My Old Ass parce que le jeune frère du personnage principal capote sur Ronan, des photos d'elle dans sa chambre, tout ça, fait que c'est très très long. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle dit son jeune frère rêve juste de devenir acteur ou d'aller en Écosse ou je sais pas quoi, juste pour la rencontrer ou une affaire de même. Ah, puis il arrête pas d'écouter Brooklyn, tu sais, une affaire de même. Puis tout est dans tout parce que Brooklyn, ça a été réalisé par Josh ou John Crowley qui nous offre We Live in Time, l'amour au temps présent dans genre 2 semaines. Ben voilà. On est vraiment dans une bulle de ces années-là, justement. De référence. Ouais, parce que My Old Ass, c'est pas tout à fait... Ça se passe-tu un peu genre... Ça se passe-tu en 2024 ou ça se passe un peu... Okay. Oui, je savais plus si ça se passait comme en 2017 ou une affaire de même, là. Bon, fait que dans The Outrun, qu'est-ce qui se passe? On va réaliser que dans le fond, le personnage qui s'appelle Rona, donc de Saoirse Ronan, Rona, elle a des bons problèmes de consommation d'alcool. La vie est plate s'il n'est pas avec un petit verre dans le nez, puis rapidement, elle tombe avec trop de petits verres dans le nez, puis elle devient très désagréable, ma foi. Fait que elle va entreprendre une démarche de sobriété, dans le fond, qui est un chemin très difficile pour ceux quiconque addiction vous avez eu ou vous aurez. Mais elle a aussi un background de biologiste. Dans le fond, elle a à peu près 29 ans, elle a étudié en bio, elle a un peu mis ses études de côté car trop de fêtes, de parties, de problèmes, et d'alcool en cachette et de boire sans qu'on s'en rende compte, mais que dans le fond, on s'en rend compte. Fait qu'elle va retourner... dans sa famille, qui est aussi un peu, pas banlieue, mais très même campagnard, la campagne de son île natale dans les archipels d'Orkney, au nord de l'Écosse. Fait que là où il fait gris, puis il vente, puis... c'est comme les îles de la Madeleine drabes, là. Ouais, c'est ça. Les maisons sont pas colorées, puis l'hiver a l'air rude en tabac. Ben, quoi qu'aux îles aussi, là. Mais, fait qu'elle va retourner là-bas, mais t'es confronté un peu... sa famille, on comprend que le mariage a été difficile pour ses parents, que son père a des problèmes propres à lui, sa mère est très dans la religion, va se placer un peu entre les deux, puis c'est pas évident quand tu... On comprend ses traumatismes. Ouais, c'est ça.
Ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est le montage... non linéaire. Ouais, exact. Non linéaire, puis pas trop complexe pour rien non plus. Là. Puis avec ses couleurs de cheveux, ses teintures, on arrive à comprendre on est où. Au début, tu penses, ouais, elle a un petit peu trop bu, je comprends. Bien amené, on rencontre, OK, non, elle est vraiment un paquet de marde. Et on rappelle que cet épisode est commandité par la microbrasserie de l'île d'Orléans. Modérément. C'est ça. Alors ici, on parle de problème d'alcool sur une île. Mais ça m'a vraiment marqué beaucoup. Ouais. Genre. C'est comme, je pense que c'est un très bon film. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je peux comprendre que c'est peut-être pas tout le monde qui va autant connecter, mais l'espèce de symbiose qu'il y a avec la nature, avec le côté biologie, le côté ornithologique un peu qu'il y a dans le film. Oui. Parce que, tu sais, il faut qu'elle s'occupe, fait qu'elle travaille un peu sur la ferme de son père, mais aussi à m'amener à se mettre dans un peu plus de bénévoles, mais sur des recherches sur des oiseaux. Mais tu sais, c'est pas un film d'ornithologie, mais c'est un peu ça, parce qu'elle le dit à certains moments, puis j'ai pas avoir connu du monde avec des dépendances aussi, il dit, une fois que tu quittes, oui, tu travailles pour quitter ta dépendance, mais la vie est fucking plate, tu sais, ça te prend du temps avant, tu sais, personne consomme autant quoi que ce soit, là, même le jeu, c'est peut-être un peu différent, là, mais tu sais, des drogues ou des alcools, juste pour être torché raide puis se péter la gueule dans un fossé, tu sais, c'est pas pour ça, mais tout le long que tu commences à boire, c'est comme, tu sais, c'est le fun, là, c'est plus léger, t'es funné, tout est beau, ça va être cool, puis c'est juste que ça dérape tout le temps, tu sais. Fait qu'on le comprend quand on voit sa vie passer aussi, qu'elle arrête pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en souviens pas. Mais c'est sûr, je voulais pas. Je m'excuse, je bois plus jamais, je le ferai plus jamais. Mais après, on va-tu prendre juste un verre? Je vais être capable, blablabla. Puis c'est fini. Vous êtes des trous de cul, puis blablabla. Fait que, ça t'a pas donné envie de commencer à boire, toi? Non, vraiment pas. 4-5 petits rum and coke, là. Fait que, ouais, puis écoute, je pense qu'on va en entendre parler assurément pour elle aux Oscars. Je pense là, que oui, un très bon buzz. Grosse performance. Fait que je pense que c'est un film qui est un peu sous le radar. Il est peut-être pas backé par un gros studio pour ouvrir sur 2000 écrans aux États-Unis, là, tu sais. Contrairement à peut-être un Baby Girl, là, que on va mettre beaucoup Nicole Kidman de l'avant et tout, mais je pense que si vous voulez être aussi à jour dans la course aux Oscars de février-mars, mettez-le sur votre liste des Outrun l'écart, parce qu'on va remettre probablement Saoirse en nomination, assurément. Et ça serait bien mérité, parce qu'honnêtement, c'est une actrice que je trouve fascinante, encore là, qui est toujours bonne. Je pense qu'on pourrait juste mettre une caméra autour d'elle puis la filmer, puis ça serait intéressant à voir, là. Puis là-dedans, elle est juste incroyable. Puis je trouve qu'on n'est pas trop dans le misérabilisme non plus. Le film est quand même une légèreté, ou en tout cas, c'est quand même très contemplatif aussi. Ouais. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. Fait que non, moi, j'ai passé un très bon temps, puis je trouve que c'est un film qui est bien tourné, bien écrit, bien joué. Fait que c'est vraiment un film de qualité qu'il faut voir. Et petite mention qu'elle agit à titre de productrice également. Oui, ben oui. Et c'est ça vient d'un roman de Amy Liptrop qui en fait c'est un mémoire en fait. C'est sa propre histoire. Ouais. Puis elle a adapté, elle a co-scénarisé aussi avec la réalisatrice Fingscheid. Fait que je trouve que ça ajoute, parce que si tout était que fiction, je trouverais ça un peu gros. Que sa famille aussi, que ses parents aient des difficultés, son père semble souffrir de bipolarité, puis pas trop suivre sa médication et où pour en prendre. Ouais. Fait que ça y est dans ses épisodes de haut et de bas. Fait que j'étais là, c'est la couche de trop, mais de savoir que tout ça est vrai ou en très bonne partie, tu fais, là, j'ai pas le choix d'y croire. En même temps, tout ça vient expliquer, comme je disais, ces traumatismes où on la voit enfant réagir à tout ça, puis n'importe quel enfant qui est pris là-dedans, ça doit être quand même assez dévastateur. C'est ça, fait que rapidement, même si elle était intelligente, si t'es à l'école et tout, t'es une très grande intelligente, mais t'es instruite et tout, exactement, c'est toujours le côté de, c'est plate, le normal, c'est bien plus le fun. Et ce qui oublier toute cette tristesse-là qu'elle a dû vivre comme enfant. C'est ça. Et le côté de Royaume-Uni, Grande-Bretagne et tout ça, donc plus dans le coin d'Irlande et tout. Mais en fait, c'est qu'elle vit à Londres, fait qu'elle retourne en Écosse. En Écosse, excuse. Ils prennent toujours du thé. Personne ne prend jamais de café, on parle jamais de café, c'est le thé. Puis c'est comme, oui, c'est vrai, c'est autre lieu, autre mœurs. Et tu parlais justement de Amy, j'ai noté ici son nom, Liptrot, qui, elle, justement, pour écrire son mémoire, a passé 2 hivers à Papay,
qui est l'île, une île d'une île d'une île. Oui, où Écosse, est-ce qu'elle va éventuellement. Ouais. Et ce que je trouvais bien aussi, c'est que oui, on sait, ou en tout cas maintenant vous le savez, que ça vient d'un livre, donc elle a écrit un livre, mais nous, dans le film, elle n'est pas en train d'essayer d'écrire son livre, on la voit pas comme à l'ordi taper ça, elle est vraiment plus dans ces trucs de biologie. Tu sais. Mais c'était une biologiste pour vrai ça, aussi, puis elle s'est mise à écrire un livre, ou ça, c'est inventé pour le personnage? Non, elle a vraiment des problèmes de consommation. Non, je sais, mais tu sais, le côté du personnage qui sort plus du milieu de la biologie, puis qui est des algues marins, puis tout. Ouais. J'ai pas été fouillé à ce point-là. OK, moi non plus. Fait que je sais pas s'ils ont adapté ça pour dire, justement, on veut pas que ça soit plus dans le côté lettres, puis auteur, puis ces affaires-là, fait qu'ils ont mis autre chose. Ou c'était vraiment ça, puis amené, c'est juste, je pense que je pourrais écrire mon histoire, puis... Ça, mystère. Il faudra faire plus de recherches ou faites-les pour nous et écrivez-nous pour en discuter. Allons-y donc avec Joker Folly Out 2 de Todd Phillips. Est-ce une comédie musicale? Est-ce pas une comédie musicale? Qu'est-ce qu'une comédie musicale? Avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, également Brendan Gleeson et Catherine Keener. Catherine Keener qui est toujours une force tranquille, genre de comédienne à qui on pense pas, mais quand on réfléchit, elle a fait des méchants bons films. Mais entre autres, si c'était pas dans Get Out, le film ne serait pas ce qu'il est. On est à Gotham City, cette ville mythologique, si on veut, des bandes dessinées de DC Comics. On est en 1983, quelques années avant ma naissance. C'est d'ailleurs une des sous-intrigues. Ta naissance? Ma naissance, oui. Ça fait 2 ans que le Joker, donc Arthur Fleck, a commis ces horribles crimes, notamment d'avoir tué un animateur de talk show live à la TV. Donc, dans le premier film du Joker, c'était quoi, en 2018, à peu près, dans notre monde à nous, réel, 2017? Non, pas tant que 19? ça. Ouais, 19. 18-19, là, mettons. Fait qu'il est en attente de connaître son procès, donc il est interné à le célèbre hôpital psychiatrique d'Arkham, le Arkham Asylum, sous le joug des gardiens, dont celui de Brendan Gleeson. Et il va croiser le chemin d'une patiente, Lee Quinzel, ou Harley Quinzel, qui éprouve une intense fascination pour lui, et rapidement, ça va être réciproque, et il va développer une relation amoureuse avec cette fameuse Lee Quinzel, qu'on connaît sous le nom de Harley Quinn, quand elle devient une super méchante dans le Batman Animated Series. Mm-hmm. Et tout ça, on va sentir qu'il y a encore une espèce de grogne populaire à l'extérieur de la prison, donc dans Gotham, qui continue de bouillonner tranquillement parce que le Joker a beaucoup de supporters, puisque, peut-être sans le savoir, parce qu'il n'a pas l'air assez allumé sur sa tête pour être conscient de ça, mais on est beaucoup dans l'espèce de clivage du 1% là, qui avait beaucoup mené le premier film, donc l'écart entre les riches et les pauvres. Quand il avait tué des banquiers puis des prétentieux vedettes puis tout, mais on dirait que toute la masse plus pauvres, les classes sociales, des ouvriers et tout, ils sont beaucoup derrière lui en disant oui, mangeons quasiment Eat the Rich, là, qui était le slogan il y a quelques années. Fait que voilà, et quand les protagonistes ont des sentiments fous, ils chantent des chansons, c'est toutes des chansons populaires, je serais adaptées à leur façon. Fait que c'est pas, la ville n'est pas en chanson, mais plutôt eux dans leur tête, dans leur regard. Quand on bascule dans leur folie, chose que moi j'ai trouvé intéressante, petite contextualisation, depuis la première du film à Venise, je fais jaser beaucoup. Les critiques sont quand même très dures envers le film. Moi, je soulignais que c'est quand même une offrande audacieuse parce qu'on aurait pu juste rebrasser, remonter un peu la même chose que le premier. Ouais, le faire très thriller un peu. Là. Ouais, puis quitte même, je pense pas qu'il voulait aller là, mais de faire sentir la présence d'un Batman qui arrive. Il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus commercial. Ils sont allés complètement à l'opposé, fait que ça, je salue ça honnêtement. Mm-hmm. De la part de Todd Phillips, c'est son équipe de scénaristes. C'est drôle d'avoir, je te remets, semaine à semaine, Megalopolis, puis ça, qui sont justement 2 films qui ont comme fait, non, on fait pas comme la norme, on propose quelque chose de... Fait que ceux qui disent que les films de super-héros sont toujours formatés de la même façon, non, ça vient prouver le contraire. C'est ça, mais c'est pas un film de super-héros, c'est un film d'un personnage de l'univers des super-héros et des Batman, mais il n'y a pas de Batman dans cela, c'est juste un film
criminel, mettons. Ben oui, effectivement. On est plus près, justement, de Mindhunter, peut-être, ou de... En fait, moi, le premier, puis c'était très voulu dans l'hommage à Taxi Driver de Scorsese. Là, je trouve qu'on est dans l'hommage de One Flew Over the Cuckoo's Nest, qui était le film mythique de Jack Nicholson dans les années 70. Donc, tout le côté institution psychiatrique, l'asile, enrobé d'un drame judiciaire qui évoque beaucoup, je trouve, la comédie musicale Chicago. Ah, je la connais pas. Puis c'est peut-être pas un hasard non plus, parce que là, tu parlais justement, donc on amène cette idée-là de comédie musicale où la musique est très présente, même par les choix des chansons. On n'est pas dans Moulin Rouge, là, on n'est pas des mash-ups de tunes populaires, mais vraiment des chansons classiques des années 40, 50, là, 60. Je les ai même pas toutes replacées. Moi non plus nécessairement, mais tu sais, je pensais vraiment dans l'âge d'or des comédies musicales à Hollywood. Ceci dit, je pense que j'ai beaucoup plus apprécié que toi, puis ça arrive des fois. Moi, ce que j'ai apprécié, je trouve l'univers qui était mis en place dans le Joker, dans le premier film, je trouve que ça tient bien ici. Je trouve qu'on est dans une bonne continuité. Je trouve qu'esthétiquement, c'était super beau film. C'est bien réalisé, il y a des plans vraiment intéressants. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec le personnage d'Harley Quinn, qu'on a vu dans les derniers films de DC incarné par Margot Robbie, où on était complètement ailleurs. On était plus dans la folie comique, bande dessinée. Ouais, c'est ça. Alors que là, on est vraiment dans une folie psychotique d'obsession. Fait que je trouve que Lady Gaga fait un bon travail. Dans son regard aussi, là, est très manipulatrice en quelque part. Tu sais jamais sur quel point elle va danser. Tout ça fait que je trouve ça intéressant. Ceci dit, le film est quand même très long, 2h15, mais qui a des longueurs. Puis je pense que si c'était audacieux d'amener ces numéros-là musicaux, il y en a peut-être un peu trop, puis ça ralentit quand même un peu le rythme. Peut-être ça aurait pu être travaillé un peu. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc? Fait que c'est ça. Fait qu'au bout du compte, c'est un film qui se passe pas grand-chose. C'est pas riche en rebondissements. On est plus dans... C'est plus un film atmosphérique où on dissecte un peu le mal et tout ça. Puis ce qu'on se demande, est-ce que finalement le Joker ou Arthur Fleck, est-ce qu'il fait juste simuler tout ça ou il est vraiment atteint d'une maladie c'est comme un peu un ou procès classique après une tuerie du genre. Est-ce que la personne était consciente? Est-ce qu'il est en schizophrénie? Est-ce qu'il a fait ça de son plein gré ou si c'est un cas de maladie mentale? Fait que c'est un peu ça. Keener, qui joue son avocate, va essayer de le défendre là-dessus, pour finalement essayer d'avoir la peine minimale, et etc. Parce qu'il risque la peine de mort quand même. Tout à fait. Est-ce que... penses-tu que ça va avoir quand même autant de succès que le premier? C'est sûr que non. Je pense que... Parce que le premier était devenu quand même un peu un objet de curiosité au sens où plein de gens qui, de prime abord, une semaine avant la sortie, n'avaient aucun intérêt. Tout le buzz, non, c'est not your daddy's superhero movie, là, comme on dit l'expression. C'était différent puis tout. Fait que beaucoup de monde sont allés puis n'ont pas aimé, mais c'est quand même allé voir l'expérience. À mener les films, ça fait peut-être ça pour tous les médiums artistiques, mais notamment au cinéma, parce qu'on peut facilement compter l'argent et combien de gens sont allés le voir. Tu as une espèce de point de seuil que si tu dépasses, ça devient comme Top Gun Maverick, là, une espèce de phénomène que tout le monde va aller le voir parce qu'il faut que tu ailles le voir. Titanic, c'est ça. Les Avatars, c'est ça. C'est pas tout le monde va pas voir Avatar parce qu'il adore ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu veux être dans la gang, puis la gang, on est beaucoup, faut que tu ailles voir ce film-là. Puis bref, le premier Joker avait créé ça. Je pense au genre du premier Venom avait fait cet effet-là aussi. Il paraît que ça a fait full d'argent en Chine, tout le monde va aller le voir. Fait que, c'est pas le record de tous les temps, mais ça a fait tellement plus que ce qu'on pensait. T'sais. Non, je suis d'accord. Puis je pense que Joaquin Phoenix, il faut dire qu'il est vraiment impressionnant en Il y a juste comme producteur ou quoi? Ou il y a juste, Pour le deuxième, je suis pas certain. Okay. Pour le premier, non, ça c'était sûr. Fait qu'il y avait tout ce côté-là aussi. Mais en fait, je pense que c'est un personnage qui fascine à la base. Le Joker est tellement connu. Puis Jack Nicholson et Heath Ledger ont tellement... Jared Leto. Oui, c'est ça. ont tellement mis leur empreinte dessus. Fait que je pense qu'il y avait tout ce... Mark Hamill a plus mis Jared Leto. Fait que je pense que... Je comprends que ça va dérouter beaucoup de gens. Puis je pense beaucoup de fans du premier aussi. Puis c'est correct. Puis... Mais en même temps... Ouais. J'allais dire, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il est, il est différent du premier, puis il est tout aussi curieux, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, il faut que j'aille me faire ma propre idée ici. Je pense que juste le pari difficile de Warner, c'est que le premier était un film à relativement petit budget. On parlait d'une 60aine de millions. Ouais. Là, ça a explosé pas loin de 200 millions. Ouais. Fait que le pari est... L'argent n'est pas
tout Pas à l'écran. Non, c'est ce que comprends je qu'il y a me beaucoup demandais. de lieux, de décors. Pas tant non plus. ben, Tu sais, on est non, mais beaucoup à tu sais- Arkham puis la cour, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme quand ils sont un peu dans la rue. Je regardais, il y a des chansons que le setup, tu sais, il y a de la pluie artificielle, il y a des trucs en feu, il y a Ouais, une mais- couple d'explosions. Mais ça n'a pas l'air de 200. Ben non, là, Ça a tu sais. l'air de 100, mettons. Et encore, je trouve. 100, puis Fait- il y en a 2-3 qui ont eu des bons cachets. Là. Ben, ça, c'est certain. C'est certain que les deux des principaux cachets garantis ont- de 35 millions, mettons. Là. on passait à la caisse, Ouais. effectivement. Mais pour comprendre le film et pourquoi cette approche-là, j'ai quand même noté des petits trucs. T'as-tu parlé à Todd Phillips? Ouais, non, j'ai appelé Joaquin. En Ah, fait. directement. En fait, l'idée est venue de lui. Puis ça m'a échappé. Phoenix? Ouais, Ok. d'amener cet aspect-là de comédie musicale. Puis, écoute, puis même à l'origine, c'était complètement autre chose. Ils voulaient vraiment faire une pièce à Broadway, une comédie musicale de Broadway avec le personnage de Joker. Mais la COVID est venue contrecarrer leur plan. OK. Puis ils ont juste transposé ça finalement sous forme de scénario de film. Fait que là, OK, on comprend d'où ils sont partis pour arriver à là. Et c'était également Phoenix qui avait amené l'idée d'avoir une espèce de personnage féminin qui est un contrepoids à Joker pour qu'il y ait comme deux psychopathes ensemble. Et naturellement, c'est là qu'ils ont incorporé le personnage Harley Quinn là, qui s'y prêtait très, très bien. Fait qu'on comprend qu'il y a vraiment une réelle démarche. Est-ce que ça se tient complètement? Je pense pas. Mais quand même, tout vient à s'expliquer. Puis rapidement aussi, juste pour dire que l'ouverture, on a le droit à un dessin animé. Oui, c'est vrai. Petit hommage aux Looney Tunes, un peu. Ben, là. Looney Tunes, ou j'aurais même dit les Animated Series aussi, je trouvais que d'une certaine Ouais, manière, aussi, peut-être mais- parce que... c'est quand même plus éclaté comme un Looney Tunes Ouais, oui. qu'un ok, je truc. comprends, ouais. Et c'est Sylvain Chaumet qui a fait l'animation. Fait que lui qui était derrière les triplettes de Belleville, Ah oui, entre c'est autres. vrai. ok, ouais. Fait que c'est lui qui a fait ça. Et dernier petit truc, Todd Phillips s'est inspiré d'un film pour faire de Joker. Et tout est dans tout. C'est inspiré de One from the Heart de Francis Ford Coppola. Oh, et ça, tout le monde dit de quoi vous parlez. Ouais, Mais c'est qu'on vient de faire un épisode spécial sur Francis Ford Coppola et le mystère de Mégalopolis avec un ami à nous, un spécialiste de Coppola et du cinéma américain, André Caron. Visiblement, l'épisode de cette semaine que vous entendez en ce moment va sortir avant, mais ça sera pas long. Dans quelques jours, on va publier celui sur Coppola. et André contextualisait que pour comprendre Megalopolis, il faut comprendre One from the Heart, qui était le gros bid des années 80 de Coppola, qui l'a mis dans le trouble financier, qui était son projet de Loman. Ouais, c'est ça. Avant que ce soit Mégalopolis. Ouais, En tout à fait, fait. c'est ça. Alors, fait que je trouve ça quand même intéressant Ouais, c'est ça. qu'on s'est servi un puis, peu de ça. Genre, une promo ici au travers. Justement, cet épisode-là, je ne sais pas encore comment je vais le titrer, là, genre Coppola et Megalopolis. Peut-être que vous avez vu Megalopolis, peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas aimé, ça ne vous intéresse pas, mais je vous suggère quand même, si vous aimez nous entendre parler de films, écoutez cet épisode-là. C'est vraiment intéressant de comprendre c'est quoi l'ampleur de Coppola et ce film-là sur lui-même. Puis André, il va un peu d'une opinion personnelle sur le film, là, chose que nous, on se préserve un peu normalement, mais puis c'est pas si, je me souviens plus, 1 heure à peu près, là, Ouais. c'est très écoutable, fait que... Bref, ça va sortir dans les prochains jours. En fait, on a beaucoup d'épisodes spéciaux qui vont sortir ces mois-ci parce qu'il y a une déferlante de sorties. Alors, on peut avoir des entrevues avec les équipes, etc. Ouais, tu sais. il y a beaucoup de films québécois qui vont prendre l'affiche dans les prochaines semaines, alors on en profite. D'autres, je suis un peu en retard, mais j'aimerais juste rajouter, j'ai oublié de le dire justement, quand tu as parlé de l'animation, dans La Petite et le Vieux, en parlant en début d'épisode, le personnage de Juliette Baroucha, donc Hélène dit Joe, capote sur Joséphine, la petite mousquetaire. Puis là, tu écoutes le film puis tu te dis, ben moi, je me souviens pas de ce comique-là. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est pas un vrai cartoon. C'est ça. Dans le livre, elle parle d'un vrai dessin animé qu'elle écoutait pour de vrai. J'ai oublié de noter c'était quoi. Mais là, pour une question de droit et aussi, je pense, d'accès au matériel pour être capable de faire ce qu'ils veulent, ils ont créé un faux dessin animé, mais du style des dessins animés. C'était quoi? C'était Candy. Là, puis, Ouais, mais tu sais, c'était comme français, mais un peu japonais. Là, c'était souvent, japonais, ces affaires-là, mais c'était traduit en français. Puis, Exact. Fait que c'est la boîte du coup animation à Québec, qui ont fait aussi... j'ai oublié le film sur la petite iranienne, libanaise, qui arrive au... Doua.
Dounia. C'est ça, la princesse d'Alep, exact. Eux qui ont fait ça. Fait que du coup, Animation ont comme, avec l'aide de Patrice Sauvé puis de l'équipe artistique, créé ça. La petite mousquetaire en faisant une toune, quelques images, parce qu'on voit le générique, on voit des petites quelques secondes d'un épisode et tout. Fait que c'est vraiment cool de faire. Et c'est bien Faites-nous réussi. un dessin animé, c'est ça, avec les moyens d'aujourd'hui, mais qui a de l'air de ce qu'on avait dans les années 80, donc qui fait très 70, etc. Puis elle a même son chandail à l'effigie du film et tout. C'est un faux dessin animé qu'on a créé pour les besoins du film. Fait que cherchez-les pas sur YouTube. Non, c'est ça, la toune. Quoi que ça serait quelque chose qu'il devrait faire. Il devrait créer un YouTube ou le mettre au moins peut-être TVA Film, de genre le générique, qu'on puisse l'écouter. Doua, le petite mousquetaire. Et bref, les autres sorties cette semaine, certains films qu'on a vus, d'autres qu'on n'a pas vus. Rapidement, Oiseau blanc, White Bird de Mark Forster, un film qui devait sortir il y a à peu près un an et demi, qui a été repoussé par, je crois que c'est Lionsgate qui fait ça. Mark Forster est non seulement un nom de famille difficile à prononcer, mais également un gars qui fait un peu de tout. Il a fait récemment A Man Called Otto, c'est le remake américain avec Tom Hanks, Monsters Ball, qui était responsable de ça, on parlait d'Halle Berry il y a quelques semaines, mais aussi World War Z, puis un James Bond, c'est pas le meilleur par exemple, Quantum of Solace, mais je pense qu'il est quelqu'un qu'on va souvent chercher, qui rehausse un peu des... Je le vois pas comme un tâcheron, je le vois plus comme, genre, des fois, on a un scénario qui est comme un peu normal, puis on va le chercher pour riser les choses. Mais tu sais, World War Z était quand même un phénomène et on attend depuis toujours le deuxième film, qui viendra visiblement jamais. Et mais Monsters Ball avait valu son lot de nominations et tout, tu sais. Ici, c'est avec Helen Mirren et Gillian Anderson. On est dans un de ces récits de Deuxième Guerre mondiale, où en fait une grand-mère dans l'époque actuelle veut inspirer son petit-fils avec des bonnes valeurs de bonté et de courage. Fait qu'elle va lui raconter une histoire de sa jeunesse dans la France occupée, qui est pour elle un épisode à la fois, disons, beau et douloureux de sa jeunesse, quand elle découvrait l'amour parce qu'un camarade de classe la cachait, l'abritait des nazis, fait qu'elle était dans cette relation avec ce jeune homme. Fait que donc, je crois que c'est comme un film américain, mais c'est tout des Français, là. Fait que ça parle en anglais, mais ça devrait parler en français. Ouais. Fait que Oiseau blanc, White Bird, on dit du bien du film, là, c'est pas... D'ailleurs, qui fait partie maintenant... Est-ce qu'on peut appeler ça le Wonderverse? Ben, c'est ça que j'ai cru comprendre, mais je suis pas trop... C'est parce que le petit gars, il insulte... C'est l'intimidateur du personnage de Wonder, le petit jeune qui avait le casque. Ouais, c'est ça, Jacob Tremblay. Effectivement. Genre... Donc, c'est... Ah, fait que c'est un side histoire. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi c'est lié? Parce que c'est ce personnage-là qui intimidait, donc c'est sa grand-mère. Oui, mais pourquoi ils sont allés lier ça avec Wonder? Parce que c'est l'auteur de Wonder qui avait écrit ça. Ah, OK. Fait qu'il fait un univers avec tout ce que lui écrit, dans le fond. OK, c'est ça. Parce que c'est pas Forster qui a réalisé Wonder, mais je pense que c'est les mêmes producteurs qui ont acheté les droits de l'auteur. Ah, OK. Ça explique. Parce que je voyais ça dans les synopsis, puis comme je savais pas trop, je décide de pas en parler. Parce qu'il est marqué comme un Wonder Story ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas à quel point c'est une bannière, là. Ça a eu un certain buzz, là, avec le premier Julia avait bien Roberts. Fonctionné, c'est ça. Owen Wilson. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps, Owen Wilson? C'est pas « Hey », il y a son patois à lui, là. Wow. Bref, les autres sorties. Le documentaire Blink, ou Cligner, qui est un documentaire de National Geographic, mais qui suit une famille de Québécois d'une histoire assez tragique. En fait, c'est 3 de leurs 4 enfants à ce couple-là. J'ai oublié de noter leur nom de famille, je me souviens plus. Ils apprennent que 3 de leurs 4 enfants vont incessamment perdre la vue. Ils ont vraiment une maladie dégénérative des yeux, qui est comme probablement quelque chose de récessif qui circule, fait que ça a affecté une couple de leurs enfants. Fait qu'ils décident de tout mettre en pause, puis de partir explorer le monde, puis faire la bucket list, donc la liste de souhaits de leurs enfants, des choses aussi extraordinaires que des choses très simples. Il y en a un qui, c'est quoi, il veut boire du lait, boire du jus à dos de chameau, là, genre, c'est ça. Fait que c'est comme, OK, c'est weird, on va faire ça. Fait que c'est un documentaire qui est quand même très lumineux. C'est sûr qu'il y a une espèce de valeur de film de voyage, film de famille. Si on pense au truc des aventuriers voyageurs, qui en a souvent que c'est ça le contexte, voyage en famille au Maroc ou des choses de même. Eux, ils font comme le tour du monde avec ça. Fait que ça explique pas trop le truc. C'est quoi la condition tant que ça médicale des enfants? On est plus dans genre, profiter du moment. Vie en famille. Oui, eux, il y a quelque chose qui s'en vient, mais c'est tout le temps ça. À chaque fois, comme je dis, moi, mon enfant a presque 8 mois, puis tout le monde dit, ça passe vite, profite de tout, ça passe vite, tout passe vite.
Fait que ce film-là vient témoigner de ça aussi, tu sais, la beauté de la vie en famille. C'est drôle, une semaine après À hauteur d'enfant, qui est un peu dans le même contexte de genre la perception des enfants et tout. T'sais. Et je me demande comment l'association avec National Geographic s'est faite. Je ne sais pas si c'est eux qui ont été mis au courant de cette histoire-là. Je sais pas. Qui les ont approchés. Ou parce qu'ils ont aussi écrit un livre sur ce contexte-là. Ouais. Je pense que c'est post toute l'aventure et le film. Qui a pas non, le le même livre sort en même temps que le film. Oui, c'est ça, mais je veux post-tournage et tout, pas par rapport à la sortie du film, mais ils ont fait l'aventure, le voyage, ils ont tout filmé, puis là, ils ont comme écrit un peu après ou au travers. Ça s'appelle Ouvrir les yeux, je pense, quelque chose comme ça, c'est pas exactement le même titre. Et un autre film que je veux vous parler. Puis pour Blink, c'est disponible en version originale avec sous-titres français. Fait que oui, c'est des Québécois, mais comme ça a une portée internationale, souvent les adultes parlent en anglais pour que ça passe mieux. Ça passe mieux à travers le monde. La comédie noire A Different Man. Peut-être que tu auras l'occasion de le voir puis d'en reparler, sauf qu'il y a énormément de sorties qui s'en viennent le 11, le 18, le 25 octobre. Fait que là, et puis là, le film il sort à Montréal cette semaine, peut-être plus tard à Québec, peut-être Sherbrooke, je sais pas exactement. Fait que d'un coup que je dis je vais le faire plus tard, puis que finalement on n'en parle jamais, je vais me permettre d'en parler là parce que j'avais eu accès au film il y a quelques semaines. C'est un film de Aaron Schimberg avec Sebastian Stan, et aussi c'est comique parce que la semaine prochaine on va avoir The Apprentice avec Sebastian Stan, fait que c'est Talk of the Town, doublé. Un peu comme Saoirse Ronan qu'on parle d'elle partout. Renate Reinsve qu'on avait vu dans Julie en 12 chapitres, cette actrice norvégienne, Oslo, Norvège, oui, et Adam Pearson. Et le film de Schimberg avait déjà fait des films avec Adam Pearson, et Adam Pearson a la particularité d'avoir un visage très déformé, genre Elephant Man. Je sais pas exactement c'est quoi la condition, mais c'est comme s'il y a comme plein de tumeurs, mais bénignes, là, qui n'ont pas, c'est pas des cancers comme tels, mais il est très difforme. On peut se rappeler le film Masque avec Eric Stoltz. Exact, puis c'est la même maladie, je pense, qu'il y avait... ça ressemble visuellement, j'ai vu la photo. Ouais. Fait que là, dans l'histoire, c'est comédie noire, fait que c'est un peu weirdo ce qui se passe. Sebastian Stan est le personnage principal, et il y a cette même maladie. Il va se lier d'amitié avec une voisine, jouée par Reinsve, il va comme triper un peu sur elle, mais il y a vraiment un malaise par rapport à lui-même, et il apprend éventuellement qu'il existe un traitement très spécial de laser et tout qui pourrait lui permettre de remédier à ça. Puis, parce qu'il sent qu'il est comme apprécié comme sympathique, mais que ça peut jamais aller plus loin, il décide de faire cette opération-là, puis un peu disparaît de la vie de Reinsve. Il veut pas assumer qu'il y a eu la transformation, fait qu'il va plus faire croire qu'il n'existe plus, puis revenir sous une nouvelle identité. Maintenant, il devient un vendeur de maisons incroyable. Puis il réalise qu'elle, qui était autrice, et maintenant, elle écrit une pièce de théâtre sur sa rencontre avec cet homme-là. Mais là, lui, sans dire que c'était lui, il va réussir à aller jouer ce personnage-là dans sa pièce, en faisant les auditions. Okay. Mais maintenant, il y a son nouveau visage de beau mec, qui est quand même un beau mec, Sebastian Stan. Quelques cicatrices, mais globalement, ça passe bien normal. Là. Et... sauf que là va arriver le personnage d'Adam Pearson qui a la même maladie et tranquillement va venir voler son Thunder, donc toute l'attention, et va se dire finalement, moi je pensais que c'était une malédiction ma condition, mais c'était peut-être une bénédiction parce que ça faisait que j'étais pas dans la masse, j'étais pas juste un normal, une belle face en dessous parmi tant d'autres. Fait que cette dualité-là qui est très intéressante, et c'est un film de A24, de A24, fait que ça transparaît là-dedans. Il me semble le format d'image est carré, très granuleux, il y a vraiment une esthétique là-dessus. Puis Aaron Schimberg, on ne connaît pas tant ses autres films, mais il en avait fait avec Adam Pearson, un court-métrage puis un autre long-métrage, fait qu'ils ont dû se connaître d'une certaine manière, puis il le fait toujours jouer dans ses films, puis c'est un peu autour de lui, puis avec lui. Et tu parlais tantôt de La Berlinale, où c'est Nicole Kidman qui a gagné la meilleure actrice. C'est à Venise, oui. À Venise, j'ai mêlé. En tout cas, à la Berlinale, donc à Berlin, c'est Sebastian Stan qui a gagné le meilleur comédien premier rôle pour ce film-là, Different Man. Mais le film avait d'abord été présenté à Sundance. Fait que si vous aimez les films de A24, des films un peu weird, différents, il y a quelque chose d'un peu peut-être Coen Brothers dans ce film-là, justement. Pas vraiment de blague, mais tu ris noir un peu tout le long. Là. C'est pas particulièrement un drame lourd. Là. Ça devient un peu ridicule, tu sais. Voilà. Fait que, écoute, ça fait le tour des sorties de la semaine. La semaine prochaine, le 11 octobre, plusieurs autres films dont tu attends impatiemment. Saturday Night de Jason Reitman sur le fameux première diffusion de Saturday Night Live qui a passé
à un cheveu ou à un pénis de Chevy Chase sur lequel on s'enfarge, parce que c'est une blague qu'il fait dans le film. Il fait semblant de s'enfarger, puis tout le monde dit hey, « ça va-tu? » Il dit « est-ce que je me suis enfargé dans mon gros pénis? » Fait que ça a l'air super. Alors, mais moi, j'ai quand même, je dois avouer, tu es en train de me convaincre, j'ai pas beaucoup écouté Saturday Night Live, je sais c'est quoi, il y a des comédiens qu'on suit de ça, des Andy Samberg, Will Ferrell et autres, des, voyons, même... Adam Sandler. Oui, puis voyons, ça va chier, mec. Eddie Murphy. Ben oui, et puis les autres comédiennes aussi. Amy Schumer, étais-tu là-dedans, non, elle aussi? Okay. Schumer, mais ouais, Superstar. Tina Fey. Ouais, puis, ça, c'est Tina Fey, Superstar. Non, c'était pas elle. Tina Fey, elle a fait les nouvelles, entre autres. C'est une des scénaristes, mais elle n'a pas vraiment joué dans les sketchs. Okay. Elle, c'est Molly Shannon, ouais. qui était de l'époque de Will Ferrell. Puis, bref, fait que cette fameuse fois... C'est juste parce que tous les personnages qui rejouent jeunes, ben je sais pas c'est qui, parce que c'est les premières années. C'est quoi, des années 70? 75. 75. Ouais. Mais... quand même Chevy Chase, Dan Aykroyd. Oui, c'est ça. C'est qui? Jim Henson. Mais un qui était là la arrière première saison. de genre des coulisses puis des problèmes puis juste avant le live. OK, j'achète. Ouais, Non, j'ai hâte de voir. Ça risque d'être bien rythmé. Bref, Saturday Night, samedi soir. The Apprentice, justement, de Ali Abbasi, là, le gars qui avait fait Border, Les Nuits de Mashhad, avec Sebastian Stan, un jeune Donald Trump. Mm-hmm. Alors, c'est quand même très intéressant de voir ça, comment il a bâti son empire et que on semble lui avoir donné beaucoup de conseils pour devenir un filou et toujours dire oui et jamais se tromper. Puis on a toujours raison. Jamais puis s'excuser. Ouais. C'est ça. Il n'est pas né comme ça, on lui a appris. Et au Québec, la bataille de Saint-Léonard de Félix Rose, on a déjà parlé, on a déjà vu le film, on a déjà parlé avec Félix Rose, fait qu'il y aura un épisode spécial là-dessus sur ce qui est un conflit entre les francophones et les Italiens dans le coin de Montréal, mais qui a des répercussions partout au Québec, parce que c'est à l'origine de la loi 101. Donc, c'est la première fois qu'on s'est posé la question, ben là, c'est quoi la langue qu'on devrait parler puis qu'on devrait enseigner à nos enfants? Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca ou écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur le Gram, Ethnie dans nos DM sur Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec Gildor Roy en couverture, entrevue avec Gildor. Y a-tu une entrevue avec Patrice Sauvé? Non, ça, j'ai pas ça. Ça, on n'a pas ça. Mais avec Gildor Roy. Disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous buvez de l'eau de Javel en prenant votre popcorn par erreur, prenez du pain, ça a l'air que ça fonctionne pour vous guérir. Ouais, pour calmer, puis faites une plainte au cinéma après, là, tu sais. Dans les fontaines, il y a Orange Croche qui est juste à côté de l'eau de Javel. Pas super. Ça marche pas, ça.